Et c'est parti donc pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons revenir sur les performances en matière d'ESG ou d'investissement à impact avec vous, Maëlle Caravaca. Bonjour Maëlle Caravaca. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine La Crèmerie. Oui. J'imagine que le sujet performance doit revenir assez régulièrement quand même dans les discussions que vous avez avec vos clients, même s'ils ne viennent pas forcément au début pour le sujet performance. La discussion doit venir assez rapidement, non ? Oui. Et la performance, elle fait évidemment partie de la stratégie d'investissement, même quand on veut investir responsable et avec de l'impact. Donc oui, on s'y intéresse quand même, on regarde ça de près. Et les clients ne sont pas philanthropes, en tout cas ont envie effectivement d'être dans une démarche d'enrichissement aussi. Donc on est là aussi pour décrypter ces informations. Est-ce que lorsque l'on fait de l'investissement à impact ou est-ce que lorsque l'on met en place une stratégie d'investissement ESG ou ISR, alors effectivement plein de termes différents, mais pour qui dénotent quand même de la même dynamique au sein de la stratégie de gestion de son patrimoine, est-ce qu'on peut faire de la performance et de l'impact, Maëlle Caravaca ? Oui, et d'ailleurs là on le voit en fait sur l'année 2024, il y a quand même des belles performances. Alors l'année n'est pas terminée, mais il y a quand même de belles performances qui se profilent. Que ça soit sur différentes classes d'actifs, par exemple sur les marchés financiers, il y a eu beaucoup de volatilité en début d'année, mais les performances sont quand même vraiment au rendez-vous. D'accord. Donc c'est porté par des thématiques plutôt climat, transition, énergie renouvelable. D'ailleurs, je vous ai pris quelques exemples de fonds avec des performances qui sont plutôt satisfaisantes. Je regardais le fonds Mirova Global Sustainable Equity fait plus 20% depuis le début de l'année, donc c'est quand même assez satisfaisant. Oui, c'est assez évocateur, oui, bien sûr. Donc clairement sur les actifs cotés, on est dans de très belles performances. Et même si on regarde sur des stratégies plus non cotées, comme l'immobilier, la SCPI, il faut voir quand même que 2023 et 2024 ont été des années avec des fortes décotes assez impressionnantes sur certains actifs. Et d'ailleurs, c'est pas lié que à la remontée des taux, mais quand on voit des CPI comme Primo Pierre qui a fait moins de 39% de décote et un bon nombre de CPI aussi qui ont vraiment embarqué sur cette tendance baissière. Malgré tout, il y a d'autres SCPI qui se sont bien démarquées parce qu'elles ont des stratégies de décarbonation. Je pense notamment à Iroko, qui, elle, pour le coup, a même revalorisé le prix de sa part, affiche de très belles performances, mais parce qu'en fait, ils intègrent dès le début, en fait, ces critères environnementaux. Et se donne pour mission d'ailleurs de décarboner en fait l'immobilier tertiaire. Je pense notamment aussi à Kianeos qui fait de la rénovation et donc finalement intégrer ce risque environnemental ou social, sensibiliser ces parties prenantes pour justement améliorer la performance in fine. Et clairement, on en a la démonstration. Parce que vous faites un lien de cause à effet entre stratégie à impact et performance, dans le sens où on n'est pas dans une stratégie où on fait de l'impact et en plus on a la possibilité d'avoir de la performance. Vous faites vraiment le lien entre les deux, l'impact amène la performance selon vous ? Oui, pour moi en fait, jusqu'à présent il y avait un diptyque qui était en réalité le risque et le rendement. On évaluait le risque pour finalement avoir cette prime de risque et déterminer un rendement. Désormais, on est plutôt dans un triptyque avec le risque, le rendement et l'impact. Et pour moi, la performance des prochaines décennies, elle sera forcément corrélée à l'impact positif ou négatif de l'entreprise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la directive CSRD va d'ailleurs le démontrer avec le reporting où il va falloir démontrer cette double matérialité, etc. Mais déjà, le marché intègre et distingue des entreprises en faisant des valorisations, vraiment des écarts de valorisation importants. Donc l'impact joue déjà sur la valorisation de l'entreprise, c'est ce que vous dites ? Exactement, parce qu'en fait, le fait qu'une entreprise prenne en compte ces critères, ça veut dire qu'elle est consciente des risques à la fois physiques, des risques sociaux, des risques sur ses infrastructures, sur sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, le marché, les investisseurs, que ce soit les investisseurs institutionnels et même les privés, vont être plus soucieux
que ces entreprises soient plus résilientes et puissent être mieux armées finalement face à ces risques dans les prochaines décennies. Donc il y a une idée, derrière ces stratégies d'impact effectivement qu'on voit au sein des entreprises, quand on est investisseur, il y a cette idée aussi de dire quelle entreprise sera la mieux armée demain, qui aura compris aujourd'hui les enjeux et la mieux armée pour continuer à survivre quelque part, c'est ça? Ah oui, moi on a une conviction très forte là-dessus, et à mon sens, il n'y a pas besoin d'être un ayatollah de l'écologie pour comprendre que le dérèglement climatique et les conséquences sur la biodiversité, sur nos ressources et des conséquences sociales vont peser fortement en fait sur notre économie. Et donc, quand on est un bon investisseur sans être un écolo, on ne peut pas être aveugle en fait sur ces risques-là, et donc sur la pérennité, en fait, sur la stabilité de l'activité d'une entreprise. Donc, et d'ailleurs, il y a une étude Schroders que j'ai lue dernièrement qui est hyper intéressante justement pour montrer ces écarts de valorisation. Les entreprises avec un fort impact sont valorisées 25 fois leurs bénéfices des 12 derniers mois contre 17 fois pour les entreprises avec un faible impact. Donc il y a une véritable prime qui est donnée en fait pour la durabilité versus une décote pour les entreprises qui auraient des moins bonnes pratiques. Donc c'est pas une complexité supplémentaire pour les entreprises, ça devient presque un avantage différenciant. Un effet de levier, clairement, à la fois parce que en fait il y a une urgence de toute manière qui nous concerne tous, mais bien sûr il y a aussi une opportunité en fait d'aller créer de la valeur sur des thématiques plus porteuses, ou en tout cas, même si c'est pas si c'est pas une activité dans l'ADN de la boîte, en tout cas prendre en compte ces risques, c'est certain. Quand on est au quotidien dans la stratégie de gestion de son propre patrimoine, est-ce qu'il faut intégrer cette idée, ce risque que potentiellement on investit dans des actifs dont la valeur va diminuer, va se réduire avec le temps face justement aux impacts du changement climatique? Oui, franchement, là où effectivement il y a des entreprises qui vont se valoriser, c'est certain mécaniquement que d'autres vont se déprécier. Et d'ailleurs c'est un concept qui est de plus en plus développé. On parle d'actifs échoués. En anglais, les stranded assets. Et donc, c'est que ces actifs vont progressivement se dévaloriser par le jeu des changements climatiques, mais aussi des évolutions réglementaires. Bien sûr. Il y a des entreprises qui vont se retrouver un peu en bout de course parce que la réglementation va de plus en plus peser. Il y a cet exercice de reporting qui est quand même un effort conséquent, et ça ne concerne pas que des entreprises cotées en bourse. Et puis il y a aussi des entreprises qui vont se faire rattraper par l'innovation technologique au service de la transition. Et donc tout ça, mécaniquement, feront que certaines boîtes vont se retrouver sur le carreau, grosso modo. Et donc, dans les portefeuilles des clients, on va se retrouver avec des portefeuilles qui contiendront des actifs échoués. Mais ça concerne nos clients, mais ça va concerner aussi les banques, les assureurs qui ont de gros actifs, notamment liés aux activités d'énergie fossile. Et c'est cantonné aux entreprises, ou ça va aussi sur, par exemple, des investissements immobiliers ou bien sûr. Infrastructure, en fait, il va y avoir aussi, je pense, un effet un peu domino et indirect qui va impacter l'immobilier, qui va impacter le transport. Qui va impacter peut-être aussi le tourisme, en fait toutes les autres activités, parce qu'en réalité notre économie repose quand même encore beaucoup sur les énergies fossiles. Donc il faut prendre en compte dans sa stratégie de gestion de patrimoine ce concept d'actifs échoués, si je comprends bien. Parce que actifs échoués, il y a une limite dans le temps. C'est quoi? C'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Les projections, je n'ai pas de boule de cristal, et pour le coup, je ne voudrais pas faire de projections qui seraient aussi fiables qu'une météo bretonne. Donc, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, on sait que ça risque d'arriver parce que de toute manière, il faudra prendre un tournant sur l'économie et construire une économie plus durable et plus résiliente. Et donc dire au revoir à certaines activités. Merci beaucoup Maëlle Caravaca de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine La Crèmerie. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.